Ainsi vous ici présent qui nous fait la gentillesse d'être là. Je pense qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît. Les applaudissements avant la présentation. Non mais après on a les tomates. Hein. Comment? On a les tomates pour la suite. Oui, on a. Donc Alain Sibous, coach agile chez Orange, et nous a aidé pour un projet à installer l'agilité. Donc je vais lui laisser la parole et il va commencer sa présentation. Ouais, je précise en fait le rôle de coach est peut-être un peu flou. Donc notre mission au quotidien c'est accompagner les équipes projets et les organisations aussi. Hein, c'est intéressant dans l'adoption et la mise en œuvre des méthodes agiles sur leur projet ou leur organisation. Voilà. Donc ça par le biais de présentation, formation et accompagnement sur le terrain. Donc voilà. J'en profite pour vous remercier d'être aussi nombreux à mon tour et de m'accueillir dans vos locaux, sympathiques, bien équipés, etc. Donc j'ai même ma petite eau, donc merci à vous. Le temps, en fait, c'est ça. Alors, on va essayer de faire en sorte que l'échange soit interactif quand même, hein, donc n'hésitez pas si vous êtes bloqué d'une part à m'arrêter en fait, pour demander des précisions. Voilà, parce que j'imagine, alors d'ailleurs si on faisait un petit sondage, qui connaît l'agilité ici? Qui a déjà mis, alors déjà intéressant, ok, qui l'a déjà mise en pratique? Tiens, un peu moins de monde, ok c'est intéressant, j'en vois deux que je connais là, hein, bonjour. Ok, bon très bien, alors donc n'hésitez pas à m'arrêter hein, parce qu'on utilise quand même beaucoup d'anglicismes, donc je sais que c'est pas forcément évident, donc je vais faire attention en fait moi à mon tour à donner une petite définition quand j'aborderai des termes en fait tout simplement, et n'hésitez pas à poser des questions. Ça marche? Puis on essaiera de se garder un peu de temps je pense pour les échanges aussi, pour les vraiment échanges questions-réponses, pour que ce soit un peu plus, entre guillemets, un peu plus vivant. Ça vous va ça comme formule? Ok. On va très bien, on y va. Donc, je vous passe les références sur mon organisation. C'est vrai que c'est un document vraiment très charté orange. Hein. Donc, on a enlevé un peu le orange, on ne le retrouve pas tellement, mais voilà, voilà si vous voulez, je pourrais faire en sorte de vous diffuser le document si vous intéresse. On a le document un peu plus riche, plus détaillé, parce que c'est en 3 quarts d'heure, honnêtement, on aura le temps de vous faire un vernis en fait sur l'agilité, mais après derrière c'est plus dans le cadre de vos missions, vous aurez l'occasion vraiment de vous sensibiliser, de toucher du doigt, comme on dit, le rôle agile que vous pourrez exercer dans le cadre de vos missions. Donc quelques messages clés, on commence quand même, hein, on part sur les chapeaux de roue, comme on dit. L'agilité, c'est pas quelque chose de nouveau, donc loin de là, c'est pas un effet de mode. C'est simplement le rassemblement de bonnes pratiques et de bons principes qui ont fait leur preuve depuis plus de 40 ans maintenant, indépendamment du contexte et du domaine d'activité. Donc voilà, s'il y avait une idée à retenir déjà pour commencer, c'était celle-ci. Le but aussi, attention, c'est pas d'aller vite. Donc on va pouvoir aller vite si on fait les choses de belle manière, mais c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est apporter de la valeur métier en fait à nos clients et à nos utilisateurs. Pour nos clients, du coup, ça vous parle vraiment par rapport à votre organisation et à nos utilisateurs finaux. Voilà. Donc on va faire en sorte de prioriser nos besoins par rapport à la valeur métier qu'ils vont apporter à nos utilisateurs finaux. Et c'est la priorisation de la réalisation de ces items va se faire directement en indexant cette priorité sur la valeur métier. Très important. Et pas seulement sur je sais pas, des considérations techniques ou peu importe. Voilà. Et ça s'est déjà vu hein, sur des projets. Il y a aussi des projets qui se lancent parce qu'on a un peu de budget. On a réussi à obtenir un peu de budget en fin d'année. Bon, allez, on va lancer un projet, voilà, sans savoir à qui ça s'adresse, pour quels utilisateurs, pour quel ROI, etc. Vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans vos expériences ce genre fait ce genre de constat. Donc voilà. Donc très important la valeur métier. Donc à terme, j'insiste, hein, on pourra aller vite en facilitant les opérations de maintenance et les évolutions si on applique bien l'organisation d'une part et si on prend la peine de mettre en œuvre des pratiques d'ingénierie qui vont mettre l'accent sur la qualité, mettre l'accent sur l'industrialisation, la pérennisation de nos efforts sur l'application. Ça vous parle tout ça, industrialisation, qualité, j'espère? Oui. Okay. Très bien, je prends note volontairement. Mettre en place l'agilité et surtout la maintenir efficace demande beaucoup de rigueur et de discipline. Donc la mettre en place d'une
part, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut être formé, il faut suivre des sessions de formation, de présentation, il faut être accompagné d'un coach. Je fais un peu plus pour mon rôle, comme on dit. Mais, donc la mettre en place, c'est une place, mais la maintenir efficace, demande beaucoup d'investissement et une implication de tous les acteurs. Pas uniquement un rôle spécialisé qui va permettre de garantir la pérennisation de la mise en place de cette agilité. Donc c'est l'affaire de tous en fait. Si on doit retenir quelque chose, c'est quand même l'affaire de tous. Ça vous parle tout ça? Ça va? Ok. Je veux entendre des oui ou des non, je suis pas d'accord. Oui, s'il vous plaît. Les bases de l'agilité. Donc, alors, juste un petit détour avant de commencer. Quand on parle d'agilité chez Orange, c'est l'association de deux méthodes complémentaires. La première, c'est Scrum, vous en entendrez parler, je pense, c'est la plus connue dans le monde, qui propose une organisation en fait, avec des rôles, des artefacts et des cérémonies, des petites réunions avec un objectif précis. Donc ça propose une organisation, c'est intéressant. Avec une organisation et des rôles, on ne peut pas gérer un projet et garantir un niveau de qualité. C'est pas suffisant, c'est déjà intéressant, mais c'est pas suffisant. La deuxième partie, et là, si on, la feuille est revenue, pardon. Pas encore. Ça vous concerne, du coup, s'il y a une majorité de développeurs, de concepteurs, etc. Et ben c'est la mise en œuvre en fait, de pratiques d'ingénierie issues d'Extreme Programming. Qui connaît Extreme Programming? Peut-être un peu moins que Scrum? Ah si, ok. Et, bon, en gros, ce sont des pratiques d'ingénierie poussées à l'extrême pour pouvoir. Alors, certaines sont orientées organisation, avec le jeu de la planification par exemple, on verra après. Certaines sont orientées qualité, avec les tests unitaires, là, ça doit vous parler tout ça. Tests unitaires au niveau du code, tests fonctionnels et surtout automatisation des tests fonctionnels, ça va, ça parle. Est-ce qu'il y a des testeurs dans la salle? Oui, Mehdi, bonjour, ça va voilà, ok, bon. On va y revenir, donc toutes ces pratiques sont poussées à l'extrême, hein, c'est pas un 20 mots, ça permet après derrière de garantir un niveau de qualité intéressant pour le produit et surtout de faciliter les opérations de maintenance et les évolutions futures. Voilà. C'est pas que de la théorie, ça peut marcher si on fait l'effort de bien les appliquer. Alors, ces pratiques, il faut le retenir, à leur tour sont complémentaires. Donc faire le marché dans les pratiques, ça peut être intéressant dans un premier temps, mais c'est pas suffisant. Du coup, il faut bien retenir l'idée d'une complémentarité entre ces pratiques. Donc, je ne vais pas m'attarder là, mais je donne un petit exemple. Avant de faire de l'intégration continue, il peut être intéressant de mettre en place une approche test first par exemple sur vos projets, donc développer le test unitaire avant le code. Donc pas évident au départ, mais ça a du sens puisque derrière, vous allez pouvoir garantir le niveau de qualité, comme je disais tout à l'heure. Vous développez le test, vous vérifiez que votre test plante, puisque vous n'avez pas encore instancié vos classes. Vous instanciez vos classes, hein, peu importe le langage que vous utilisez. Vous vérifiez que le test passe, vous implémentez les règles de gestion, et donc c'est un jeu en fait d'aller-retour entre testu et code. Et après derrière, si vous mettez en place du refactoring, remaniement de code et compagnie, ça vous parle tout ça? Ouais. À qui ça parle? Et je veux juste voir des bras. Ouais, super. Merci. Donc, il faudra garantir que une modification de la structure du code n'occasionne pas de régression finalement dans le comportement. Vous voyez? Donc tout ça, c'est pas juste un jeu en fait finalement de mettre en place des pratiques, ça a une vraie utilité et elles sont complémentaires. Donc, voilà. Donc j'arrête avec le... Ça va? Ça va, oui, il fait chaud, effectivement. Je plaisante. Des principes fondateurs, alors, on s'appuie sur XP sur les pratiques, c'est une chose, c'est un fait, mais par contre, ce qu'il faut pouvoir se dire, c'est que la force d'une équipe agile, c'est pouvoir faire des expériences et pouvoir expérimenter, donc inspecter et adapter, le cas échéant. Donc, le but, c'est pas de se dire, ok, on va sortir l'artillerie lourde, on va figer les choses, et peu importe ce qu'il adviendra. Donc, c'est commencer avec un ensemble de pratiques, une organisation, appréhender un scope fonctionnel assez petit, pour pouvoir se dire, ok, voilà, vérifions ce que ça donne en fin d'itération, une période de durée fixe pendant laquelle on va apporter de la valeur à un produit. Après, derrière, menons une rétrospective. Et mettons en place une démarche d'amélioration continue pour voir si on peut s'améliorer dans notre organisation, dans nos pratiques, avant de recommencer avec un nouveau petit bout. Vous voyez? Donc il y a la vraie force de l'agilité, c'est l'approche itérative et incrémentale qui va vous aider à faire vos expériences d'une part et à retenir les choses intéressantes et essayer de vous améliorer. Donc, pour y parvenir, les pratiques peuvent être entre guillemets associées à des process ou des outils. C'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut s'appuyer sur des valeurs. Les valeurs, elles vont dicter votre quotidien.
Et grâce à ces valeurs, vous allez pouvoir adapter vos pratiques tout en gardant à l'esprit vos fameuses valeurs. Donc les valeurs, trêve de suspense, c'est le respect, collaboration, communication, le courage et la simplicité. La simplicité, c'est très important, et dans la définition du besoin, et dans la mise en œuvre de vos pratiques. Par exemple, des algorithmes à non plus finir en nombre de lignes de code, c'est super hein, pour la gloire personnelle, mais ça ne sert à rien pour l'équipe. Entre guillemets, l'image que j'aime bien, c'est qu'on dit souvent que la perfection est atteinte quand il n'y a plus rien à retirer dans notre code et non pas quand il n'y a plus rien à ajouter. Donc c'est intéressant de pouvoir se dire, ok, simplicité, bah, ça veut dire avoir le choix entre plusieurs solutions. J'aime bien quand on encaisse, avoir le choix entre plusieurs solutions et prendre celle qui est la plus simple par rapport à notre contexte, qui va répondre à notre besoin simplement. Voilà. Ah mince, dommage. Désolé. Merci. Donc on continue sur les valeurs. Donc, si vous voulez, on détaille légèrement. La communication. Mince, j'ai pas mis le bon mot de passe, c'est ça? Alors j'ai fait l'erreur que j'ai écrit correctement. Pas majuscule. Donc, la communication, en fait, l'agilité, la mise en place de l'agilité, donc je parlais de Scrum tout à l'heure, on s'appuie sur le manifeste agile. Je vous invite à consulter la littérature dessus, hein, pas trop détaillé, mais ce que prône l'agilité, c'est les interactions, avant tout les interactions entre les personnes plutôt que les process et les outils. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va se passer de process et outils, loin de là, mais on va plutôt mettre en avant, on va se servir des process et des outils comme support pour maximiser nos échanges entre nous. Voilà. Et donc, cette communication, qu'elle soit la plus riche et la plus fréquente possible entre tous les intervenants. Parce que c'est vous, les forces vives du projet, si vous voulez. La collaboration, c'est intéressant également, notamment dans un mode qui est le vôtre, où on travaille avec des clients, une relation contractuelle, etc. On va remettre le contrat à sa juste place. Le contrat va toujours exister. Par contre, derrière, on va maximiser la collaboration et l'implication des différents intervenants. Alors, on ne va pas s'attarder non plus sur la contractualisation, il y aurait de quoi faire 1 heure facilement. Le feedback, c'est important également. On a dit tout à l'heure qu'on essayait de faire les choses avec un petit bout. Voilà. On inspectait, on adapte. Donc, le but, c'est c'est que chacun puisse savoir rapidement ce qu'on pense de son travail. Vous voyez, moi, à mon niveau, je suis développeur, je développe les tâches associées à une story. Je ne vais pas attendre la fin de mon itération pour demander du feedback de mon représentant du fonctionnel. Je vais l'appeler, je vais lui faire une petite démo en 5 minutes pour engranger un peu de sérénité et, ou simplement faire preuve de réactivité si je n'ai pas correctement répondu à besoin de mon product owner. Vous voyez, le product owner, le représentant du fonctionnel. Vous voyez comment tout ça s'enchevêtre. Donc, c'est intéressant voilà, pour miser sur la réactivité. La simplicité, j'y reviens pas, l'autonomie, vous avez compris. À partir du moment où on va mettre en place une organisation avec des rôles, et ben, le but c'est de responsabiliser chacun pour tenir son rôle, respecter le rôle exercé par d'autres personnes, et finalement raisonner en individu, ok, mais appartenant à une équipe en fait, à un collectif. Vous voyez. Donc on pourra aussi, je sais pas, on a tous l'habitude de se challenger en se disant, bon là je rencontre un problème, bah tant pis, je vais m'arracher, je vais passer le temps qu'il faut pour résoudre le problème. Là, on va raisonner différemment. Si je passe, je sais pas, 2 heures à plancher sur mon problème, bah, je retarde mon équipe de 2 heures, entre guillemets. Vous voyez un peu l'approche. Et donc, je vais très rapidement demander de l'aide pour pouvoir garantir mon engagement, en fait. Pour pouvoir atteindre mon objectif, l'objectif commun de l'équipe. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entrevoir. Après, 2 heures d'investissement, personnellement, bah, c'est pas trop dommageable, mais je pense à des journées, il y a des personnes qui se disent je vais investir, là, je vais analyser un problème pendant une journée, tout en sachant qu'il y a un camarade qui a déjà eu le même problème dans le bureau d'en face. Maintenant, il va se dire, ok, j'ai mon petit challenge perso. Vous voyez un peu ce que ça occasionne en multipliant par le nombre d'occasions de faire ce genre de choses, et ben, finalement, ça occasionne un nombre intéressant, enfin, pas intéressant, un grand nombre de gaspillage. Voilà. La confiance, c'est très important. Avant de commencer un projet agile, n'abordez pas l'agilité comme un process, mais plutôt comme une approche qui va vous apporter des réponses aux dérives apportées par d'autres méthodes, quel que soit leur nom, waterfall, cascade, etc., cycle en V. Dites-vous, posez-vous les questions, en fait, tout simplement, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on veut mettre en place,
pourquoi est-ce qu'on décide de mettre en place l'agilité sur nos projets. Si c'est juste pour aller vite, bing, il y a une croix rouge qui s'affiche, fausse route comme on dit. Si c'est pour vous adapter plus facilement à des besoins qui changent, là déjà vous êtes un peu dans le vrai, enfin plus dans le vrai, pardon. Si c'est pour collaborer davantage, etc., vous voyez, là on est carrément dans le vrai. Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc posez-vous les questions du pourquoi. Si c'est parce que le chef l'a dit, c'est pas bon non plus. Voilà. Si c'est pour toucher une prime en fin de projet parce qu'on a mis en place l'agilité, c'est pas intéressant non plus. Voilà, donc je continue. Donc la rigueur et le courage, on en a parlé. Le courage, pourquoi? Parce que c'est quand même une... alors ça existe depuis 40 ans, les pratiques qu'il y a derrière, mais c'est quand même une nouvelle méthode. Si vous n'avez jamais mis en œuvre, eh ben, ça va vous demander un certain courage pour potentiellement casser du code qui marche, parce qu'un besoin a changé, et donc toujours pour coller aux besoins du client, eh ben, potentiellement on va modifier le code qui marchait. Pas facile à accepter au départ. On a un rôle, on a un cérémonial avec des petites réunions bien précises. Ben, c'est pas facile de donner son feedback au jour le jour. Voilà, on va le voir, on va voir les différentes réunions qui s'offrent à nous. C'est pas évident au départ. Donc ça demande une implication de chacun et une certaine dose de courage pour faire face au stress, etc. Voilà. Donc petit fait incrémental, on en a parlé tout à l'heure. Donc à quoi ça va nous mener tout ça en fait? Parce que c'est joli sur le papier, mais qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Et ben, le but c'est essayer d'avoir un meilleur respect des délais annoncés. Ça devient intéressant. Sur bien des projets, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de... Alors du coup, c'était... il y avait une majuscule? Non. Non. J'ai des doigts de fourmi, je dois monter. Sur vos projets, en fait, souvent ce qui est important, les contraintes identifiées sont simples, hein, c'est budget, planning. Donc, et en plus, on vous donne, on vous gratifie du respect d'un scope fonctionnel et d'un niveau de qualité max. Ben, en mode agile, on va essayer d'identifier nos variables d'ajustement. Plutôt que de tout demander et que notre château s'écroule au moindre événement malencontreux, ben, on va se dire, ok, quelles seraient nos variables d'ajustement sur lesquelles on pourrait, nos leviers en fait, sur lesquels on pourrait agir pour effacer nos problèmes, tout simplement. Et bien souvent, vous verrez que si vous avez un budget contraint et surtout planning contraint, ben, le scope fonctionnel va devenir votre première variable d'ajustement. Au niveau de qualité, je le vois mal comme en variable d'ajustement, puisqu'on a dit qu'on essayait de faire les choses, apporter de la valeur métier de qualité à nos utilisateurs. Donc bien souvent, vous verrez que c'est le scope fonctionnel qui sera votre variable d'ajustement. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire simplement qu'au lieu de livrer les 50 fonctionnalités prévues initialement, ben, si on a des problèmes, ben, on va se dire livrons-en 45, 40, mais de qualité qui apporte le plus de valeur métier, et ce sera déjà bien intéressant. Ça va ça? C'est choquant ou pas? Après, il faut le faire accepter du client ou de la part du client, etc. Enfin, voilà. C'est en cas de problème, hein, j'insiste. Sinon, on essaye tous de faire au mieux et de satisfaire au scope présenté initialement. Valeur métier, délivrer plus vite, on en a parlé. La possibilité de changer d'avis dans les priorités, ça c'est intéressant, surtout si les besoins d'une coupure. D'attendre la mise en veille pendant que tu continues à parler. Ah, c'est ce qui est ça. Oui, D'ailleurs, je l'ai par cœur. Oui, c'est bon. Merci. Changer d'avis et revoir nos priorités, c'est important. Donc pas n'importe comment. Vous verrez qu'une fois qu'une itération aura commencé, bah, il faudra éviter de chambouler son contenu, sinon l'engagement n'aura aucun sens. Par contre, on va se donner la flexibilité sur le reste du contenu du scope fonctionnel. C'est ce qu'on appelle le backlog de produits. Le référentiel priorisé de nos besoins. Voilà, pour le vocabulaire. Donc voilà, après on va pouvoir accueillir le changement favorablement et non plus le subir, comme vous avez pu en procédant par avenant, modification des specs générales, validation, aller-retour, vous voyez un peu tout ce que ça occasionne aussi comme gaspillage. Là on va accueillir le changement favorablement mais pas n'importe comment. Voilà. Donc, ce sera à l'équipe de dire si elle est en mesure d'implémenter le nouveau besoin, les modifications apportées au besoin, en estimant la complexité associée, la complexité technique associée, et ce sera au responsable du puits de prendre la décision en fait, de trancher. Donc, en prenant en compte les arguments apportés par l'équipe. Ça va ça? Ça vous parle tout ça? Donc il y a un vrai consensus, il y a un vrai échange, pas pendant 3 jours non plus, mais il y a une discussion en fait. Voilà. Et souvent, les difficultés qu'on a sur les projets, ben, c'est ça. Un PO qui est un peu hégémonique, qui a tendance à imposer ses choix sans consulter, sans prendre en compte l'avis d'équipe. Voilà.
tu m'aides là, monsieur, là, j'ai besoin de mon contenu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, après, à partir de là, non, je plaisante. Le truc qui est intéressant avec l'agilité, c'est qu'on va apporter de la valeur métier, on va pouvoir recueillir également le feedback de nos utilisateurs finaux. Donc ça, c'est permis dans le cérémonial. Donc on aura une réunion fin d'itération qui va nous permettre de présenter le scope fonctionnel qu'on a embarqué dans notre itération, déjà pour valider notre travail, ça c'est intéressant. Enfin, Thomas, Frédéric et Mehdi peuvent en témoigner. Et on va pouvoir convier des représentants métiers, des utilisateurs finaux, pour qu'ils puissent également nous donner des feedbacks, leur feedback en séance. Et ils auront également l'occasion, puisqu'on va mettre en place des pratiques comme l'intégration continue, on en parlait tout à l'heure, pour qu'on puisse disposer du dernier build de l'application sur un serveur dédié, pour qu'à notre tour, on puisse, côté représentant du fonctionnel, faire des tests pour passer en revue le scénario nominal, les enchaînements alternatifs d'exception, et après donner la main à nos utilisateurs pour qu'ils puissent après éprouver, stresser l'application, et nous faire à leur tour des retours. Et libre à nous après derrière, donc en équipe auto-organisée, de prioriser les retours parce qu'on sait que potentiellement ça va apporter davantage de valeur métier. Voilà. C'est vraiment une vue très synthétique des choses. Peut-être qu'on pourra en profiter pour faire votre jeu, comme ça permet de ralentir le tempo. Et... Ça vous va ça? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Ça va? Après, on va voir dans les slides qui arrivent, c'est les rôles en fait finalement. Les rôles et un peu de détails sur les cérémonies. Je pense que ce sera déjà bien intéressant, enfin bien suffisant plutôt, et puis vous pourrez poser vos questions. Ça va? Ok, on insiste une nouvelle fois sur la rigueur et la discipline, c'est très important. Voilà. Notamment si, parce que les coups de bourre entre guillemets peuvent survenir sur un projet agile également, mais il faut voilà, essayer de maintenir ce bon niveau de rigueur et de discipline pour, malgré les vents et marées, contre vents et marées comme on dit, maintenir un bon niveau d'agilité. Voilà. Alors on disait tout à l'heure, il faut du courage parce que c'est une nouvelle proposition, une nouvelle approche. Donc on va faire un petit focus sur les tests techniques du coup. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'ingénieurs, développeurs, qualité également, donc ça va vous parler. Les autres aussi également, il n'y a pas de souci. Donc les tests techniques et fonctionnels vont être informatisés. Donc on va avoir une approche plutôt BDD. Pour ceux qui savent pas une nouvelle fois, on va dès l'expression des besoins indiquer le comportement attendu. Vous voyez un peu l'idée? Donc, en indiquant dès l'expression du besoin le comportement attendu, on va limiter la place aux interprétations côté équipe de réalisation. Et on va pouvoir, derrière, sur cette base, identifier nos tests fonctionnels qu'un testeur au sein d'une équipe va pouvoir implémenter dans un premier temps. Donc, Mehdi pourrait en parler. Puis, dans un second temps, l'utilité aussi de cette approche, c'est que en s'appuyant sur les pratiques appropriées, notamment l'automatisation des tests, on va pouvoir automatiser les tests unitaires au niveau du code et automatiser les tests fonctionnels pour garantir, toujours le niveau de qualité, et garantir la non-régression en fait. Faciliter la non-régression si vous voulez. Ça fronce des sourcils, il y aura certainement une question. Si on mise sur la complémentarité des pratiques, si on met en place une intégration continue, on va pouvoir déclencher, du coup là Frédéric pourra en parler, je pense, un déclenchement toutes les nuits, voilà, automatique de ces tests automatisés, unitaires et fonctionnels. Voilà. Pour pouvoir, là on va dire, détecter, faire preuve de réactivité s'il y a survenu d'une anomalie. Vous voyez, je pars le soir, je fais mon dernier commit sur mon gestionnaire de version. Mon intégration continue va faire son travail, va lancer les scripts d'automatisation. Le lendemain, je vais pouvoir venir sur mon poste de travail, sur le serveur d'intégration, et constater, vérifier la météo de mon projet. Vous voyez. Et donc, s'il y a des nuages, pour nommer le plus connu, là, Jenkins, Samson, on va pouvoir se dire, ok, c'est suite au commit de la veille, et donc c'est sur un scope relativement petit, et on va pouvoir agir très rapidement, sans se poser les questions, revenir des semaines en arrière, consulter la doc associée, parler avec une personne ou
je sais pas, pester contre une personne qui était là un mois avant et qui est partie entre temps, vous voyez un peu l'idée. Donc c'est toujours là l'idée, c'est éviter les gaspillages en fait, voilà, tout simplement. Et on va certifier l'homologation et la qualité de la valeur au métier apporté, ça c'est très important. Donc ça va être une étape, un prérequis, avant d'aller solliciter notre représentant du fonctionnel, ben on va essayer de satisfaire à ces prérequis, tout simplement. Là encore, pour utiliser au mieux la plus-value de chaque intervenant. Donc on disait tout à l'heure, les représentants métiers, les utilisateurs finaux participent aux réunions de chaque fin d'itération et donnent leur feedback. Très important, bon, j'y reviens pas. Au lancement d'un projet agile, les spécifications vont rester très générales. Donc on a une vision macro-fonctionnelle de ce qu'on entrevoit de faire sur une version, sur une release. On la partage à l'équipe pour, là encore, susciter la motivation, présenter les tenants, les aboutissants, le ROI, les risques également. Les risques, on les appréhende également, on ne va pas les mettre sous la moquette, hein, on va vraiment les faire preuve de transparence et essayer de les maîtriser justement. Donc, les spécifications se veulent simples au démarrage, donc pas trop de détails. Par contre, à partir du moment où un besoin va devenir réel immédiat, on aura tout intérêt à apporter des éléments de détail. Donc, on va adopter une démarche de ce qu'on appelle la maturité progressive des éléments, de l'expression de nos besoins. On part d'une démarche, d'une approche macro-fonctionnelle, et plus un besoin va devenir réel immédiat, plus on va apporter de détails, et plus il y aura de matière à faire en fait, pour l'équipe. Et pourquoi on fait ça en fait? Puisque on a dit tout à l'heure, alors je ne l'ai pas forcément bien dit, donc je le dis maintenant, le besoin peut intervenir sur un projet de 40 à 60% des cas, donc 40 à 60% des cas. Vous voyez, si vous passez du temps à détailler des besoins et que vous tombez dans la partie, voilà, ce besoin ne sera plus d'actualité ou devra être modifié de façon assez grande, et bien ça ne sert à rien en fait, finalement on est encore dans le gaspillage. Ok, je fais un... J'ai changé d'utilisateur, bravo. Alors le but c'est de se dire, on continue, on revient. Allez, je refais un essai là quand même. J'ai entendu autre chose, d'accord, j'ai entendu un autre mot. Ok, je comprends là. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? C'est un bon test pour voir si vous écoutiez. Voilà, le changement va intervenir, donc on va l'accueillir favorablement, merci. Donc le but c'est pas tout détailler, on va détailler que le besoin réel immédiat, et là on va porter notre attention au moment où on va implémenter ces besoins, on aura le détail qu'il nous faut, le niveau suffisant de détail en fait. Il ne faut pas aller à fond dans le détail, parce que sinon on va noyer l'info principale dans le détail. Voilà. Donc à partir du moment où le besoin va intervenir, eh ben, détaillons pas, détaillons que le moment venu, quand le besoin sera vraiment utile, et là il y aura intérêt à détailler. Le truc qui est intéressant, donc ça on l'a dit. Alors ce que je voulais dire, avant de commencer vos itérations, vos périodes de durée fixe pendant lesquelles vous allez implémenter les besoins, il est intéressant pour une équipe de maîtriser les risques d'une part, et d'estimer, de quantifier la charge de travail finalement qu'il y aura à faire sur une release. On l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si on a une date butoir, on doit livrer dans 4 mois. On part sur une durée d'itération de 2 semaines, on va avoir 8 itérations. Mais il est intéressant de se dire voilà, que, en tant que product owner, qu'est-ce que je vais pouvoir répartir dans mes itérations pour que l'équipe puisse implémenter les besoins. Donc il faut repartir avec des œillères, comme on dit. Hein. Il faut pouvoir se dire voilà, essayons de nous roder et nous calibrer pendant une phase de préparation, avant l'implémentation des besoins. On va se préparer pour maîtriser les risques, et on va se roder et se calibrer à la méthodologie. Et on va pouvoir se dire ok, on a une ébauche de capacité de production, et on est en mesure de réaliser telle quantité de besoins. Par contre, on se laisse la place à la marge de progression. Donc ça nous permet de ne pas partir dans le flou, et ça nous permet également d'avoir une idée de la complexité technique qui a trait à la réalisation de vos besoins. Donc je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai 10 fonctionnalités à faire sur 10 itérations, une vingtaine de fonctionnalités à faire, on a beaucoup plus ça habituellement. Le but c'est que l'équipe
passe en revue les différents items et puisse donner une première estimation de la complexité. Voilà, pour estimer cette charge de travail. Après, à chaque début d'itération, il y aura ce qu'on appelle une cérémonie de planification de sprint, où le représentant du fonctionnel va présenter les éléments, les fonctionnalités à l'équipe. Elle va pouvoir, donc avec un niveau de détail plus conséquent par rapport à l'étape de lancement du projet. Et donc l'équipe va pouvoir revoir ses estimations ou conforter ses estimations. Toujours pour donc imaginez, le parallèle qu'on peut faire par rapport à ce que vous connaissez, c'est estimation grosse maille et après estimation plus détaillée en termes de charge. Là on parle plus, on est sur une autre échelle avec une autre échelle. Voilà. C'est clair ça ou pas? Ok. Ça me fait plaisir. Donc une fois qu'on connaît la valeur métier de nos besoins, qu'on les a priorisés et qu'on a une complexité associée, eh ben, on peut faire un plan d'itération finalement. On peut répartir nos éléments dans nos itérations et commencer les premières itérations par l'implémentation des besoins qui vont apporter le plus de valeur métier. Voilà, toujours, je me répète là-dessus volontairement. Et donc c'est un plan initial d'itération, parce qu'on ne connaît pas encore la capacité de réalisation de notre équipe, mais par contre, comme on a pris le temps de se roder, de se préparer, de mettre en place éventuellement des prototypes pour valider la faisabilité technique de notre projet, ben on va avoir un peu plus on va diminuer le degré d'incertitude qu'on a dans tout lancement de projet. Voilà. Donc ça c'est vraiment important en fait. Donc si j'ai un conseil entre guillemets à vous donner, votre rôle en fait de consultant, c'est également, que vous soyez Scrum Master ou développeur, c'est de sensibiliser l'équipe managériale avec laquelle vous allez intervenir au temps vraiment qu'il faut se donner pour se préparer avant de lancer, avant d'implémenter vos besoins. Sinon vous paierez forcément par la suite les négligences en fait, faites par l'équipe en fait, tout simplement. Donc ça c'est vraiment important de se donner le temps de se préparer, pour lever les risques, maîtriser les risques et accueillir favorablement l'implémentation des besoins. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui. Enfin, s'il y a un truc à retenir là de ma longue tirade litanie, peu importe comment vous le prenez, ce serait ça en fait, tout simplement. Si je peux me permettre une petite comparaison, imaginez que vous ayez, voilà, on va comparer deux cas, vous avez besoin d'aller voir un ami, voilà, dans 10 minutes, il habite à moins d'un kilomètre d'ici, donc il n'y a pas de, d'accord, il n'y a pas de plus de risque en fait que vous arriviez en retard, en avance ou autre, c'est votre ami, il vous pardonnera, etc. Imaginons maintenant que vous soyez au chômage depuis une période assez longue, voilà, pas facile à vivre, vous avez un entretien assez important, à 30 km d'ici, avec des personnes que vous ne connaissez pas, un itinéraire pas forcément connu non plus. Peut-être que vous allez appréhender les risques d'une manière différente et surtout essayer de mettre tout en œuvre pour lever ces risques, pour les maîtriser. Vous voyez un peu l'idée? Et donc sur un projet finalement c'est pareil. On va continuer. Voilà, ça tout à l'heure on l'a dit, parce que les spécifications vont changer en cours de route, le scope fonctionnel devient naturellement la variable d'ajustement. Alors, je termine sur les specs. On parle d'industrialisation ici, ça permet de pérenniser notre investissement sur notre release. Dans un projet agile, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de documentation non plus, loin de là. On va s'attacher à rédiger la documentation vraiment utile. Vous verrez les plans de management de projet, documents d'architecture technique, tout ça, ça vous parle ou c'est peut-être dans un jargon différent. Enfin, bref, ce sont des documents incontournables qu'on aura à livrer, ce sont des livrables tout simplement. Le truc qui est intéressant avec les specs fonctionnels, c'est que, ok, on ne va pas les détailler au départ, mais sur la base des éléments validés en fin d'itération, on va pouvoir, de façon rétroactive, alimenter un doc de spécification pour contribuer à la pérennisation de nos efforts sur le projet. Si vous avez fait attention, tout à l'heure j'ai parlé d'un backlog de produits. Un backlog de produits, c'est un ensemble de fonctionnalités priorisées, de granularités différentes. Il y a 3 niveaux de granularité, enfin, vous pouvez en ajouter, en retirer comme vous voulez. Donc vous allez avoir du mal à retrouver vos éléments fonctionnels en allant piocher à droite à gauche dans le backlog pour retrouver une information par rapport à une fonctionnalité. Donc le but c'est quand même d'avoir un doc plus clair, plus explicite et basé sur des éléments validés pour pouvoir derrière reprendre, favoriser un passage de témoin d'une équipe à une autre ou simplement dire ok,
Je travaillais sur une fonctionnalité là, qui a déjà été réalisée. Je veux la faire évoluer, et ben, je ne vais pas revenir sur les X itérations en arrière pour me dire alors à quelle itération avons-nous touché à cette fonctionnalité pour reconstituer le puzzle. Vous voyez un peu l'idée? Donc reconstituer de façon rétroactive un doc, alimenter un doc de façon rétroactive, de spécification, hein, c'est intéressant sur ce point de vue là aussi. Voilà. Ça va ça vous parle? Oui, question? Justement, le fait que les spécifications soient générales au départ, ça risque de corrompre justement les choix techniques d'un développeur. Par exemple, le développeur va comprendre une spécification qui est générale et faire des choix techniques. Au final, les modifications qui arrivent dans le futur vont justement gaspiller du temps, enfin le développeur a gaspillé du temps à faire des choix techniques et pour revenir sur ses choix initiaux. Ouais, c'est une bonne question. Là, on parle quand même de specs fonctionnels. En général, chez Orange, là où on intervient, on a souvent affaire aux mêmes souches logicielles. Hein. Je pense que Frédéric, Thomas, même Mehdi pour en témoigner. C'est soit Java d'un côté, soit PHP. Ils ont quand même fait un peu de flex. Hein. Donc, en général, les architectures, elles sont, alors je ne dis pas qu'elles sont figées, loin de là, mais elles sont assez maîtrisées. On a toujours la sécurité à appréhender, etc. Donc une architecture assez éprouvée quand même, qui a fait ses preuves sur plein de projets, quelle que soit la granularité, la taille du projet, pardon. Donc on a une idée assez fine de ce qu'on peut mettre en œuvre par rapport à tel contexte. Par contre, on laisse une place à la souplesse. Et c'est cette force-là qui est intéressante, parce que ok, c'est général au départ, mais comme potentiellement tes besoins vont changer, il faut laisser cette place à cette souplesse pour pouvoir se dire ok, il y a un changement, ça va occasionner des modifications au niveau de notre architecture technique, même logiciel et compagnie, et on va pouvoir accueillir ce changement favorablement parce qu'on a laissé une place à la souplesse au détriment c'est dans le bon sens du coup, de la rigidité. Tu vois. Si tu fiches trop les choses, que ce soit pour l'architecture, l'ergonomie, on va s'arrêter là, c'est déjà bien, et ça va être contre-productif au final. Tu risques de créer plus de mettre des locks en fait finalement sur ton application. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas du tout à l'architecture, loin de là, mais voilà, on se laisse une part à une souplesse. Pour lever suffisamment de risques, ok, mais après derrière pouvoir se dire potentiellement il y aura des changements, laissons une ouverture en fait. En gros c'est pas mal en fait ce que tu dis, c'est que tu as un point de départ, pour aller d'un point A à un point B, tu vas ouvrir en fait, pour pouvoir dire, tu vas pouvoir inspecter, explorer, examiner, faire des choix, éprouver tes choix de faisabilité technique. Ensuite, tu vas avoir une phase où, donc voilà, la phase d'examen, d'expérimentation, pardon, voilà, tu as un coin d'ouverture, tu vas faire tes expériences, et après tu vas faire des choix en fait, faire des actions par rapport pour éprouver tes choix en fait. Et tu vas arriver à mettre en place tes solutions de cette manière. Donc ça c'est bien avant, moi j'ai dû apporter un schéma. C'est bien avant l'implémentation des fonctionnalités. Donc, tu vois, c'est pour ça d'où l'importance de se donner le temps. En fait. Ça va, ça répond à ta question? J'ai juste rebondir sur... Vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. Par rapport à... Tu as identifié en fait avec moi, tu as identifié un peu les introductions qui sont itératives. Oui. Au début du projet, il y a normalement une discussion de cadrage en fait. Ouais. Avec souvent la cellule d'architecture. Oui. Comment on intervient en fait C'est une bonne question également. Du coup, transition toute trouvée. L'agilité, en fait, elle ne concerne pas que l'équipe de réalisation, c'est-à-dire développeur, testeur, product owner, le représentant du fonctionnel, Scrum Master, le garant de la bonne application de l'agilité sur votre projet. L'agilité concerne toutes les parties prenantes. Donc chez nous, on parle d'équipe cœur et d'équipe étendue. Et donc on va retrouver nos architectes ici, nos ergonomes, les experts en tout genre, ingénieurs qualité aussi, chez Orange il y en a beaucoup, les designers. Donc du coup on va essayer d'impliquer ces personnes. Du coup je vais passer à l'autre slide. C'était ici. Dès le lancement du projet, dès le workshop du projet, le workshop de lancement du projet, on va impliquer tous les rôles, pardonnez-moi. En fait c'est un nouveau document donc j'ai moins de repères. Voilà. Ça, c'est le début, chez Orange, c'est le début de l'implémentation des fonctionnalités. Donc T0, c'est le lancement. Après une étude d'opportunité, on va lancer notre projet. On a un backlog de produits de granularité assez macro, hein, avec des grands thèmes fonctionnels et puis des sous-thèmes.
Et ben, on va appliquer et synchroniser et collaborer avec les différentes parties prenantes qu'on a vues dans le slide précédent pour pouvoir identifier non seulement les exigences fonctionnelles, mais surtout les exigences non fonctionnelles. C'est ce qu'on voit ici dans le rectangle, là, c'est coupé en deux triangles. Vous voyez ici, on appelle des sprints d'exploration. Donc on va se roder, se calibrer à la méthodologie, donc bien avant l'implémentation des fonctionnalités, pour pouvoir engranger de la sérénité, maîtriser les risques, hein, c'est ce qu'on était tout à l'heure, et on va, durant cette phase d'exploration, identifier toutes nos contraintes d'exploitabilité. Donc supervision, fiche de flux, ordonnancement, ça vous parle ça dans vos expériences respectives? Et donc, tout ce qui va permettre après derrière d'industrialiser nos processus en fait finalement, et de délivrer un produit dans les meilleures conditions. Comme tu le disais, potentiellement on va livrer, en fonction de la fréquence qu'on aura choisie, notre produit, il faut qu'il soit livrable, potentiellement livrable à chaque fin d'itération. Donc ça sous-entend de maîtriser le process de déploiement. Si on met une journée à générer nos archives et à les déployer, etc., à mettre à jour nos variables pour passer sereinement d'un poste de développement à un poste d'intégration, et ben ça on va le payer X fois. Autant à chaque fois qu'il y aura une livraison à faire, ben on risquera de perdre du temps. Donc le but c'est déjà de se synchroniser pour identifier et lever nos problèmes suffisamment avec les bons acteurs, ceux qui ont la connaissance, et éprouver notre système pour faciliter le process de déploiement. D'où l'utilité d'avoir les pratiques d'ingénierie qui vont bien, notamment l'intégration continue, etc. Ça vous va ça? Ça répond à ta question, pardon? Ok. Justement, oui. D'industrialisation. Oui. Sur le diapo précédent, le produit est industrialisé à chaque fin de sprint. Est-ce qu'il est par essence industrialisé ou il y a un supplément supplémentaire à la fin du sprint de le réparer pour la mise en place? C'est une bonne question également. Effectivement, on ne va pas être confronté à ces problématiques en fin d'itération. On va identifier les problématiques et les embarquer dans le scope de notre itération pour pouvoir appréhender les fonctionnalités d'une part, mais également tout ce qui a trait aux exigences non fonctionnelles. Donc tu vois, c'est-à-dire que c'est du travail à faire pour l'équipe, et une équipe sur un projet agile, et comme sur un projet non agile, hein, elle aura des fonctionnalités à appréhender, mais également des chantiers techniques à lever finalement, et donc notamment la partie industrialisation. Et donc, il faut faire preuve de transparence en fait, et donner les bons arguments à notre représentant vous avez ici, le représentant du fonctionnel, pour qu'il puisse se dire ok, j'ai bien compris que ça avait une vraie utilité, même s'il n'y a pas de valeur métier derrière, je ne peux pas m'en passer, donc j'ai tout intérêt à valoriser ce travail et à ne pas le demander en plus d'un scope fonctionnel. En fait, c'est un consensus à trouver. Il faut trouver le ratio entre guillemets idéal pour l'équipe. Donc au début, on va tâtonner, on va chercher, on va inspecter, on va adapter. Puis à bout d'un moment, on va pouvoir dire, ben, ok, dans mon itération, eh ben, je vais avoir 80% de fonctionnalités à développer, et les 20% restants, ça va être la correction d'anomalies, ça va être des frameworks à mettre en place, des choses qui ne vont pas apporter de valeur métier, mais vont faciliter les futures évolutions. Voilà. Et notamment tout ce qui a trait au déploiement de notre application. Ça répond à la question? Merci. Moi j'ai une question. Je suis désolé pour les questions, il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous pouvez les poser à la fin, pendant le temps. Je suis désolé, hein, vraiment désolé pour le temps. Tu es sur le sommet de la pile, comme on dit. Alors je vous invite moi à lire, je vous donnerai ce document-là, n'hésitez pas à lire et à poser des questions même après, hein, ça pourrait être une occasion pour alimenter vos forums. Thomas et Mickaël m'en avaient parlé. Hein. Donc voilà, je vais continuer, ça c'est un schéma spécifique à Orange, vous n'avez pas forcément le même schéma ailleurs, hein, mais voilà, les grandes étapes c'est quand même étude d'opportunité, phase d'exploration, conception, et après c'est développement, puis déploiement, généralisation et décommissionnement pour les vieilles applications. Ça va, ça vous paraît clair pour ceux qui ne connaissent pas forcément le groupe Orange? Ça se trouve, c'est pas si spécifique que ça, hein, non? Oui, je travaille pas chez Orange, je travaille chez Cassim. Ouais. Et bon, à part peut-être, ça va comme ça, mais les 2-3 premières phases sont fondues en 2 phases, tu vois. Donc ça ressemble vraiment, et après, la fin, ça dépend si on a un régime ou pas. Ok, merci. Alors, je vais juste faire un focus. Donc, ce schéma-là, vous verrez, c'est un schéma classique qui permet de... Voilà. Rapidement, on part d'une vision macro, backlog de produits.
avant d'enchaîner sur une itération, eh ben, on apporte un niveau de détail suffisant à nos éléments. Donc on a des user stories, ce qu'on appelle des user stories. Donc vous voyez, la granularité est plus fine. Et après on entre dans le processus de développement, donc le sprint. Donc sprint c'est une durée d'1 à 4 semaines. Souvent ce qu'on préconise c'est une durée de 2 semaines. Voilà, parce que 2 ou 3 semaines. 4 semaines on a un mini effet tunnel qui s'installe. Et c'est pas évident, on retourne dans le mini, le cycle court, etc. Enfin, les mini-projets, c'est pas intéressant. Et une semaine, c'est pas évident pour les équipes de participer aux cérémonies et puis de délivrer de la valeur métier. Donc souvent 2 semaines, intéressant, 3 semaines, au pire des cas. Et à la fin, on a bien un produit potentiellement en ayant fait l'effort sur l'industrialisation et sur la qualité notamment.